Alors ce soir, il n'y aura pas d'enseignement à proprement parler, mais nous aurons un petit interview de 4 responsables pour compléter un peu les discussions qu'il y a eu dans votre petit mini-groupe, votre petit maxi-groupe, je dirais. Alors, est-ce que vous êtes intéressés de savoir les questions qu'on va leur poser, les réponses qu'ils vont donner? Il y en a qui ont posé quelques questions donc, sur le formulaire, donc on va pouvoir y répondre, ça va être intéressant. Ok, première question qui va venir. Quel est votre statut Facebook? Votre statut, on va dire, matrimonial, votre statut aujourd'hui? Nous, sans trop de surprise, on est mariés quoi, avec Rolly depuis 2 ans et demi maintenant. Voilà. Avant ça, on s'était fréquentés quasiment 3 ans. Voilà. Et avant ça, on était célibataires. Moi, du coup, je fréquente Kevin depuis 6 mois et avant ça, j'étais célibataire. Moi, sans surprise non plus, à moins que je vous ai caché des choses, mais non, jusqu'à maintenant, je suis célibataire. Et comment vous le vivez, votre statut d'aujourd'hui? Il y a le micro-share qui est juste derrière, sinon. Ah, pardon. Ah, c'est bon? Allô? Ouais. Bon, du coup, comment tu vis ton statut? Alors, du coup, comment je vis mon mariage? Écoutez, le mariage... J'ai encore rien dit, vous rigolez. C'est quoi Le deuxième banc du milieu, là, s'il vous plaît, contenez-vous. Du coup, le mariage, c'est quelque chose de génial. C'est super avec Véro, ces dernières années, pendant le confinement, on était super contents. Tant que c'est difficile pour certains, on était super contents pendant le confinement. En fait, on a pu passer des temps ensemble qu'on n'aurait pas pu si on avait travaillé. Donc, on a grave kiffé cette période-là. Il y a aussi un aspect où le mariage, Dieu l'a créé pour notre sanctification. Donc en fait, on se voit au quotidien. Il y a des choses qui sont géniales, mais le mariage révèle aussi d'autres choses où on a besoin de grandir. Et du coup, c'est aussi un moyen de sanctification. Et puis, c'est aussi l'opportunité, je pense, pour nous de discuter aussi avec d'autres personnes qui peut-être réfléchissent à des fréquentations, et c'est chouette parce qu'on peut le faire ensemble tous les deux et discuter avec ces personnes-là. Et ça, je trouve ça génial aussi de pouvoir rendre un peu un retour sur ce parcours-là qu'on a pu voir, conseiller aussi. Voilà, donc globalement c'est ça. Et puis il y a des projets aussi qu'on peut faire ensemble, qu'on ne peut pas forcément faire avant, quoi. Voilà ce que je dirais. Ouais, peut-être juste pour compléter. Nous, on est super contents aussi de comment Dieu a conduit les choses et ce qui nous a fait traverser aussi pendant nos fréquentations. C'était pas toujours évident, mais ça nous a permis le jour du mariage de vraiment savoir dans quoi on s'engageait. Et comme Rolly disait, il y a toute la période aussi de confinement, on a appris à mieux se connaître aussi, c'était super chouette. Et puis après, il y a des jours où c'est aussi plus compliqué. Actuellement, par exemple, on est tous les deux très débordés par nos boulots respectifs. On a du mal moi, je travaille souvent de nuit, on a du mal à se voir. Et il y a tout un équilibre aussi C'est sûr que quand on est célibataire, on prend les décisions par soi-même, on vit sa vie un peu comme on l'entend. Le fait d'être marié, il y a aussi quand on est un peu dans le rush, qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut aussi arriver à consacrer du temps à l'autre pour maintenir un bon équilibre. Et ça, actuellement, par exemple, c'est un de nos défis. Voilà, donc il y a aussi des moments comme ça. En gros, c'est pas... on ne vous dira pas que c'est « Oh, c'est génial !» Oui, c'est génial,
Mais je pense qu'il y a aussi des épreuves qu'on a pu vivre. Et moi, personnellement, je peux vous en partager une ou deux. C'est que avant, en tant que célibataire, je rendais des comptes à personne quand j'allais mal. En gros, je rentrais chez moi, je dormais, et personne ne me posait des questions. Comment ça va? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, tu vois? Aujourd'hui, à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter Véro, ça a été un gros processus où j'ai découvert une facette de moi que j'ignorais. C'est que tout simplement, je ne savais pas parler de mes difficultés. Je ne savais pas parler des choses qui ne vont pas bien. Je n'avais pas l'habitude de parler de moi-même, de dire ah là, je ne vais pas bien parce qu'il y a ça. Et c'était difficile de le verbaliser. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte uniquement au moment où j'ai commencé à fréquenter Véro. Et ça a été dur au début parce que quand elle voyait que j'allais pas bien, elle était en peine. Mais moi, j'étais en mode, j'arrivais pas à lui dire les choses, quoi. Tu vois, c'était compliqué. Et ça a dû être un processus pour moi aussi. Et ça, typiquement, c'est un truc dans lequel j'ai grandi, quoi. Où je sais que j'ai encore des progrès à faire pour le bien de notre couple. Donc ça, c'est typiquement, ça a été terrible. Voilà, pour vous dire ça, c'était terrible parce que, j'étais un peu un casanier. Je trouve que les filles, peut-être que vous parlez un peu plus. Du coup, c'est un peu l'idée que j'ai, que vous parlez plus facilement de vos difficultés. Et nous, les gars, on est des ermites, tu sais, j'ai pas de problème. On ne parle pas beaucoup. Tout va bien, et que voilà. Donc, ce que je retiens, c'est que ce temps vous a permis c'est plutôt positif. Vous vivez bien, dans le sens vraiment bien du terme, pas dans le sens super cool, mais dans le sens bien parce que ça vous apporte, ça vous sanctifie, ça vous fait progresser dans votre caractère. Alors, est-ce que vous voulez partager vous aussi, Magali, Marion? Moi, je dirais qu'en ce moment, ça peut aller, mais c'est pas tout le temps comme ça. Enfin, je veux dire, pour être totalement honnête, je pense que on est tous passés par la case célibat, on est d'accord, et on le vit tous plus ou moins difficilement, ou du moins on le montre plus ou moins, comme disait Rolly, il y en a qui arrivent à le cacher peut-être plus facilement ou pas. En tout cas, on va dire que pour faire court, il y a des périodes qui peuvent être très 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 difficiles et des périodes où ça va. C'est pas le problème principal de ma vie, mais ça reste un sujet qui tourne toujours en fond. Juste, des fois, c'est pas le sujet le plus bruyant, mais des fois, c'est le sujet le plus bruyant. Donc, ça dépend des périodes, je dirais, et ça dépend de notre environnement, ça dépend. On l'a partagé dans notre petit groupe, des fois ton groupe d'amis, si en fait tu te rends compte que tu es le dernier à... Tu dis bon, ok, super. Ou même récemment, ma petite sœur s'est mariée, et alors là, j'avais le droit à toutes les questions de la famille. Bon alors, c'est pour quand? Super, bon. On va revenir là-dessus sur les défis. C'est pas forcément évident, mais ça dépend des périodes. Mais voilà, je peux pas répondre oui, ça va super ou non, ça va pas du tout, quoi. Moyennement, du coup. Okay. Et moi, du coup, les fréquentations, c'est quand même... après, ça dépend comment ça se passe, mais c'est quand même assez fun. C'est un bon moment, en vrai. Après... Kevin, tu paies les... Okay. Il est là devant. tu paies les restos, c'est ça? Fais attention à ce que je dis. Non, mais c'est un bon moment. Je pense que c'est aussi pas mal de challenge parce qu'en fait, tu te poses beaucoup de questions. Tu peux aussi avoir aussi des doutes et c'est normal. En fait, les fréquentations, c'est fait pour voir si la personne avec qui tu es pourrait être ton conjoint. Donc, pour voir si ce sera la personne avec qui tu vas passer ta vie. Et c'est quand même une décision. Enfin, t'achètes pas une baguette. Donc, donc finalement, tu te poses beaucoup de questions. Des fois, tu as des doutes et puis tu dois t'ajuster à l'autre aussi, tu découvres des choses de ton caractère comme Rolly disait, en fait l'autre met en révélation des choses de ton caractère et je pense que c'est très chouette et en même temps c'est beaucoup de réflexion. Et c'est bien d'être accompagné, je trouve, dans ces réflexions-là. Merci beaucoup. On va rentrer un peu plus en détail. Je vais demander à deux d'entre vous. Je vais demander à Marion, tu parlais tout à l'heure des défis. Si tu te sens libre et disposé pour répondre, est-ce que tu peux peut-être plus préciser un défi que tu as rencontré dans ta vie de célibataire? Un seul?
Un seul, ouais. On va faire court. On va faire quelques-uns quand même, un exemple en tant que Ok. fille, en tant que femme. Voilà. Je dirais de manière générale l'entourage, famille, ça peut être aussi l'église, même si on est dans un lieu bienveillant. Très très souvent, il y a le regard ou même on se sent, enfin qu'on le veuille ou non, on se sent différent quand on n'est pas avec quelqu'un que quand on est avec quelqu'un. On n'est pas invité de la même façon, on nous pose pas les mêmes questions, enfin on va pas forcément dans les mêmes sujets, ou alors nous, enfin je caricature pas, mais on n'a pas les mêmes entrevues avec certains, voilà, on sent, enfin on sent la différence. Enfin clairement moi je le sens. Ok, donc on va pouvoir en revenir tout à l'heure là-dessus. Rolly, en tant que gars, quel défi as-tu rencontré dans ta vie de célibataire? Je me suis marié à l'âge de 30 ans et je pense que j'ai été pendant plusieurs années célibataire. Près de, je sais pas, je me souviens pas. J'ai dû fréquenter une personne. J'ai fréquenté une personne avant de me marier et on s'est fréquenté 1 an et c'était au début de mes études. Donc je pense que je suis resté 7-8 ans célibataire. C'est une période longue que certains pouvaient trouver anormale. Et donc je pense que les difficultés, c'était peut-être ça, c'était de gérer les attentes d'une part de ma famille, d'autres de personnes aussi de l'Église qui me voyaient marié et qui voulaient que je me marie, et ça partait avec de bonnes intentions de leur part. Et qui aussi voulait peut-être m'arranger des choses aussi, quoi, pour être totalement transparent. Mais à côté de ça, je pense, Dieu merci, je suis reconnaissant parce que j'étais bien dans ma vie de célibataire. C'était pas une source de souffrance pour moi durant ces années-là. Ouais, je dirais ça en fait. Le défi, c'était de malgré tout ce que je pouvais entendre, c'était de profiter de ce temps-là et de le vivre en fait comme ça, quoi, tel que je pouvais le vivre, quoi. C'était ça, je pense, le défi. Ok, merci. Tout à l'heure, on évoquait dans notre groupe de gars, on disait parfois on participe malgré nous, enfin ou pas, à la pression dans l'Église pour les célibataires et que ça crée une sorte de souffrance. Et du coup, voilà, dans quelle mesure l'Église, voilà, on a déjà évoqué voilà, les questions, les entrevues. Est-ce que vous voyez d'autres aspects où l'Église peut être une source de souffrance pour les célibataires, et si vous avez des idées de solutions? Magali. Ouais, moi je trouve que peut-être un des aspects auxquels je pensais quand tu as dit la question, c'est il y a une sorte de clivage, de séparation entre les célibataires qui font plein de trucs ensemble et les couples mariés qui font plein de trucs ensemble, ou les gens qui se fréquentent, qui font des trucs ensemble. Genre, en gros, on fréquente les gens qui sont dans la même position que nous. Et je sais que je connais des gens, par exemple mariés, qui ont pu souffrir un peu du fait que les célibes, ils les invitent plus. Ils sont plus invités parce que, je sais pas, on suppose qu'ils n'ont pas le temps. Ou au contraire, moi je sais que quand j'ai été célibataire jusqu'à mes 26 ans, donc j'ai eu un moment aussi de célibat plus ou moins long, mais où du coup, je voyais des amis à moi que je connaissais depuis des dizaines d'années qui faisaient des trucs entre eux et où j'étais pas invitée alors que c'était des potes, mais aussi parce qu'il y a cette genre de gêne de ah là là, mais si tu te retrouves qu'avec des couples, tu tiens la chandelle. Alors je pense que ça, en fait, ça dépend du comportement de chacun en vrai. Si t'as pas envie suivant comment tu te comportes, moi j'avais aucun problème à être avec que des couples, mais je trouve que ce côté-là, on est dans une sorte de où du coup on se mélange plus, et moi j'avoue ça m'agaçait, et je trouve que ça participe à cette difficulté, de cette pression, parce que au bout d'un moment tous tes amis ils feront des choses ensemble, et tu peux te sentir un peu mis de côté, quoi. Donc moi c'est quelque chose que je trouvais ça important de pouvoir passer
Je me souviens d'un jour de l'an, j'étais avec 4 couples. Et ben, je me suis éclatée. C'était très fun. Et j'étais tout seul célibataire. Yes. Véro, si tu as d'autres idées de solutions ou de problèmes Ouais, bah, on en parlait un peu dans notre groupe en haut tout à l'heure que, en fait, souvent je trouve, encore peut-être même moins dans la société, mais surtout dans l'Église, on voit le célibat comme juste l'étape pour se préparer au mariage et du coup on part du principe que c'est qu'une question de temps avant de se mettre en couple, il faut trouver la bonne personne, il faut voilà. Et du coup ça forcément ça contribue à la pression et même à ce sentiment de tant que t'es pas en couple, tant que t'es pas marié, il te manque quelque chose. Et ça je trouve il y a pas mal de personnes dans l'église qui font aussi ressentir ça et je pense que c'est aussi ouais, à nous d'être vigilants. C'est sûr qu'on parle souvent de, un peu, t'as rencontré quelqu'un, t'as envie de le raconter, tout ça. Mais il faut, je pense, faire attention à trop être insistant ou à trop poser des questions là-dessus parce que ça peut, en gros, ça peut mettre une pression si à chaque fois que tu vas à l'église, on te dit alors, t'en es où niveau cœur et tout. Ça devient vraiment lourd, quoi. Ou alors qu'on essaye de te dire il y a tel gars qui vient d'arriver, il a l'air bien, non ouais, mais en fait juste j'ai pas envie de me mettre en couple là maintenant ni avec lui. Voilà, il y a un peu ces questions là, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça et voilà. Donc c'est notre rôle à tous. On dit qu'on veut vivre l'Église, donc c'est notre rôle à tous de aussi chercher à apprendre à connaître les gens qui sont différents de nous, qui sont mariés, qui sont peut-être plus âgés. C'est aussi notre rôle aussi de ne pas participer à cette prise de pression, cette mise sous pression de nos frères et sœurs, même si voilà, ils sont célibataires depuis longtemps, mais bon, vos amis sont vos amis, vous devez les aimer et apprendre à... Nous devons, les aimer et nous devons participer voilà, à ce qu'ils soient libres et qu'ils puissent agir avec leurs convictions selon leur temps. On va continuer l'interview et il y a une question. Juste une petite remarque là. Pour vous, du coup, c'est par rapport à tout ce qu'on a partagé, qu'est-ce que chacun de vous peut faire pour contribuer du coup à ne pas augmenter ce clivage qu'il y a individuellement? Qu'est-ce que vous pouvez faire vous de votre côté? C'est juste une réflexion comme ça que je sème, hein, pour pouvoir contribuer à réduire l'écart, les distances qu'il peut y avoir avec les familles de l'Église, avec les couples de l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça doit venir des deux côtés, en fait. Il y a pas que ça ne concerne pas que les personnes qui sont en couple ou que les célibataires, en fait. Ça doit être de part et d'autre. Du coup, c'est une réflexion que je sème et puis c'est tout. Ok, la suite. Il y a une question qui a été posée dans le chat, j'allais dire. Comment confirmer que la relation va plaire à Dieu? Alors, pour répondre à cette question, on va un peu développer la question. Quels sont les critères pour choisir notre futur conjoint? Et c'est une question qu'on n'a pas pu aborder avec le groupe des gars, mais je pense que les filles ont pu l'aborder. Marion. En fait, tu pourras compter sur l'aide de tes copines. Ok. Pour résumer, on s'est dit que ça reposait sur à la fois des critères rédhibitoires, à savoir est-ce qu'il y a des critères qui sont radicaux pour... c'est oui ou c'est non, mais c'est pas oui, bon, il peut y avoir du compromis. Et il y a peut-être des critères qui sont plutôt secondaires, où là, ça va dépendre aussi de notre personnalité, de notre caractère, de plein de choses. Et notamment dans les critères qui sont rédhibitoires, nous, on a évoqué le fait que la personne soit chrétienne, mais pas chrétienne juste de nom. Avoir vraiment une recherche de relation avec Dieu, une recherche de sanctification, une recherche de remise en question. Et puis aussi mettre en équivalence
des aspirations de vie. Est-ce qu'on aspire aux mêmes choses dans notre vie? Ça, c'est pas forcément des choses qui sont innées chez tout le monde. Voilà, c'est des choses qui peuvent varier selon les personnes. C'est pas pour tout le monde pareil. Mais voilà, il y a des critères qui sont rédhibitoires et d'autres qui sont secondaires. On a parlé de ça. Magali, tu veux compléter? Ouais, moi alors c'est comment confirmer que la relation elle plaît à Dieu. C'est ça? Ouais. Et du coup, Les critères. pour répondre à cette question, du coup, on parle des critères en fait que peut-être que Dieu nous demande de suivre. Ouais, je pense que il y a des critères qui sont très importants, il y a des critères qui sont importants et d'autres on s'en fout. Les très importants, c'est déjà il y a la question de la foi et c'est ce que Marion disait. Si tu veux suivre Dieu, pourquoi est-ce que tu te mettrais avec quelqu'un qui veut pas l'honorer? C'est la personne qui va le plus t'influencer. Pourquoi est-ce que tu te mettrais avec quelqu'un qui a pas ce désir-là? Si la chose est la plus importante pour toi, ça n'a pas de sens de se mettre avec quelqu'un qui vit pas la chose la plus importante pour toi. Donc il y a le critère de la foi. Marion, elle a parlé de certains critères qui sont importants, certains critères qui le sont moins, mais qui le restent. Je pense qu'il y a quand même l'aspect de la personnalité. Enfin, je veux dire, si tu es avec quelqu'un qui... nous, on disait qu'il ne te fait pas rire ou avec qui tu t'ennuies. Je vois pas... De toute façon, j'imagine pas comment tu pourrais te mettre avec quelqu'un comme ça. Mais c'est quand même important, quoi. C'est peut-être un peu moins important, mais ça reste quand même primordial. Je pense que c'est bien d'avoir des critères parce que ça donne une direction, les critères, ça donne un cadre. Et je sais plus, j'ai du mal à me dire, est-ce que je réponds que aux critères ou je réponds aussi de savoir si la relation elle va plaire à Dieu? Je pense qu'on fera un wrap-up. Je peux dire alors des trucs? Ok. Super. Parce que je pense que est-ce que la relation plaît à Dieu, moi je vois deux choses auxquelles je pense, c'est sûrement pas exhaustif, mais la première c'est quels sont les fruits de la relation. Si la relation elle a tendance à plutôt te replier sur toi-même ou sur ta relation, si la relation elle a tendance à te rendre mielleux, sentimental et tu vis Disney et ça c'est pas... moi je pense c'est qu'il y a... Ouais, voilà, c'est que ce que produit la relation, où, il y a peut-être quelque chose à réajuster. C'est-à-dire qu'on est appelé à honorer Dieu et à être sanctifié dans tous les aspects de notre vie. Et si dans ton temps de fréquentation, tu vois pas les fruits, c'est que déjà, il y a quelque chose... mais même quand on est amis, quand on s'aime bien, mais qu'on n'est pas encore ensemble, etc. Il y a déjà des fruits, des choses que ça provoque et qui peuvent être pertinents sur lesquels avoir l'œil. Et puis, je pense que c'est vachement... on est dans une culture assez individualiste où on fait les choses tout seul. Mais moi, je pense que justement, dans ces périodes de fréquentation, c'est super important d'avoir des amis, d'avoir des grands frères, des grandes sœurs, parce que toi, tu es amoureux ou tu es en train de tomber amoureux, donc tu vois un peu les choses sous avec un certain glow-up, et les autres autour de toi pourront te questionner et t'amener des réflexions pertinentes et nécessaires que tu dois avoir, et eux, ils voient peut-être mieux les choses, et donc c'est important d'être aussi d'avoir des gens, alors pas tout, on n'étale pas toute sa vie à tout le monde, mais d'avoir des gens qui ont un regard sur la relation. Yes, alors ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez parlé un peu de deux choses. Premièrement, pour répondre à la question, confirmer que la relation va plaire à Dieu, il y a premièrement des critères très importants, essentiels, nécessaires. Il y a aussi du coup sur le moment, les fruits, les choses qui peuvent se passer pendant les fréquentations, pendant les fiançailles, et du coup pour la continuité dans le mariage. Donc c'est un peu deux choses qui peuvent confirmer que la relation va plaire à Dieu. Et du coup, pour continuer sur les confirmations qui sont dans le moment, comment vivre en fait une relation qui plaît à Dieu
on va parler des ambiguïtés. Pourquoi éviter les relations ambiguës et comment? Je demandais. Ouais. Ouais. En fait, je voulais rajouter juste un petit truc par rapport à la question d'avant. De façon concrète, vous partagez un peu les critères auxquels moi j'ai pensé, de façon claire. Le fait que la question de la chrétienté, pour moi, c'est une évidence. Comment dire? Un autre truc auquel, par exemple, moi je pensais, c'était par exemple quelqu'un qui savait vivre dans le contentement. Le contentement, c'était pour moi un critère. Où je sais qu'aujourd'hui, je ne voulais pas passer ma vie avec quelqu'un qui voulait forcément s'habiller en Louboutin ou je ne sais pas quoi. C'était pas possible, quoi. De suite, c'était discriminant. Dans le sens où c'était une question de qu'est-ce que je fais avec mon argent, en fait. Est-ce que l'argent qu'on va gagner, on va le dépenser dans des montres en or, on va le dépenser dans je sais pas quoi. Ça, pour moi, c'était clair. Tu passais pas le filtre. Voilà. Et en fait, ça, c'était un point dans lequel Véro est passé, donc chapeau à elle. Bref, du coup, il y a cette question-là du contentement, je pense, qui était pour moi important, et le fait qu'elle soit engagée aussi, dans le sens où je voulais pas, pour moi, d'une croyante, juste quelqu'un comme ça qui vient à l'église et qui s'assoit. Je voulais une personne qui soit engagée, qui soit qui veut servir le Seigneur, parce que je savais que ça allait être challengeant pour nous et que ça allait contribuer à notre croissance dans le couple. Donc il y avait ces éléments-là, en fait, qu'elle soit une chrétienne engagée, parce que je savais que si elle lit sa Bible, si elle est à fond, ça contribuera aussi bien pour moi que pour notre futur foyer. Et du coup, ça implique, est-ce que moi-même je le suis aujourd'hui? Si je veux ça de l'autre, est-ce que moi, aujourd'hui, je le suis? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un chrétien engagé? Si je veux une chrétienne engagée ou si je veux un chrétien engagé, est-ce que je le suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux construire, en fait? Et du coup, ça aussi, c'était un moyen pour moi de me dire, mec, il faut se bouger. Faut pas juste chercher je ne suis pas le gars parfait. Okay, et c'est un constat, donc il faut y travailler, quoi. Donc voilà, il y avait cette question de contentement qui pour moi était important. Voilà. Alors du coup, la question. Ouais. Pourquoi éviter les relations ambiguës et comment? Je pense que c'est un peu une question de... faut se poser un peu la question de qu'est-ce qui me motive à commencer une relation, alors que ce soit une vraie relation, qu'on commence à se fréquenter, à sortir ensemble, tout ça, ou même dans les relations, parce que relations ambiguës, ça peut aussi être les relations amicales en soi, où on flirte un petit peu, où on sait pas très clair, on est un peu dans le gris, quoi. Et tout ça, ça demande, pourquoi est-ce que j'entretiens cette relation? Pourquoi est-ce que souvent, c'est quand même une question... souvent, c'est pour pouvoir plaire ou pour se sentir valorisé. Et tout ça, c'est des choses qui sont normales. On a tous envie de savoir qu'on plaît. On a tous... besoin aussi de se sentir aimé, valorisé, tout ça. Mais pour moi, une relation avec... une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est trop important pour qu'on puisse le prendre à la légère. Dans le sens où, quand tu t'engages dans une relation, ou même quand juste tu flirtes un peu avec quelqu'un, forcément, tu as des sentiments qui vont venir, tu te poses des questions, tu te cherches un petit peu, et souvent, si finalement l'une des deux personnes, en fait, c'était juste un peu un jeu, ou c'était juste un peu une histoire d'avoir quelqu'un qui te valorise, mais qu'en fait il y avait rien derrière, il y a toujours quelqu'un, au final, au moins une des deux personnes qui risque d'être blessée à la sortie. Et puis il y a la question de pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour glorifier Dieu parce que je veux m'engager en vue de marier, tout ça, ou est-ce que c'est juste pour passer le temps? Moi, typiquement, j'ai fréquenté deux gars dans ma vie, dont Rolly. Et avec Rolly, quand on s'est mis ensemble, c'était vraiment, dès le début, on a parlé, qu'on voulait... On s'est pas dit on va se marier demain, on aurait pu finalement se séparer, tout ça, mais dès le début de notre relation, on savait qu'on voulait aller vers le mariage et que notre relation, on la construisait aussi vraiment sur ça. La relation que j'avais eue avant, c'était aussi avec un gars chrétien, c'était après ma conversion.
tout ça, mais on s'est mis en couple parce que on était tous les deux chrétiens, qu'on s'aimait bien et que en fait ça, voilà, on se dit ça matche bien, on avait tous les deux envie de se mettre ensemble et voilà. Mais au final, au début en tout cas de notre relation, on n'a jamais abordé des questions. On savait pas vraiment vers où on allait. Alors, c'est sûr qu'il y avait la question du mariage parce que souvent, en tant que chrétien, on te le répète, mais on l'a jamais construit en tant que tel et on n'a pas construit sur du solide, quoi. Et je pense que c'est là où voilà, que ce soit une relation ambiguë ou alors une relation juste pour passer le temps avec quelqu'un ou pour avoir un copain ou une copine, mais sans forcément vouloir construire quelque chose. C'est jamais à la gloire de Dieu non plus, quoi. Ouais, et j'encourage les gars aussi, quand vous sentez qu'il y a un truc bizarre, où vous êtes à l'origine ou pas, n'hésitez pas, j'encourage les gars parce que pour vous entraîner à être courageux, d'aller voir les personnes en question et dire juste pour être au clair, moi j'ai aucune intention et je veux agir de telle sorte que tu ne comprennes pas à l'inverse. Donc j'encourage les gars, les plus jeunes pour plus tard et les autres pour maintenant. Oui, c'est vrai que c'est important à dire parce que je pense que des fois on a eu des mauvaises motivations et du coup on entretient des relations ambiguës, mais c'est vrai que des fois on peut se retrouver aussi dans des situations totalement malgré soi et en fait c'est sûr que là c'est important de pouvoir y mettre un stop ou même voilà, de pouvoir aussi conseiller vos amis qui des fois sont dans des situations ambiguës, quoi. Je rebondis juste sur ce que Johnson a dit. Les filles aussi, vous pouvez aussi mettre au clair les choses quand vous voyez que ça ne vient pas. En soi, j'ai dû le faire plusieurs fois pour ma part, d'être à l'initiative de dire qu'est-ce qui se passe. Et dernièrement, il y a 2-3 ans, clairement, c'était nécessaire que je mette au clair certaines choses parce qu'en fait, on partait mais dans 2 directions complètement opposées et c'était pas possible, quoi. Mais tout ça pour dire qu'il y a des fois, c'est peut-être des préjugés, mais souvent les filles, on voit des signes de partout. Il y a beaucoup de choses qu'on interprète et tout ça. Les gars, probablement, c'est moins évident, mais pour autant, je rejoins Johnson sur ce qu'il dit. Faut mettre, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas attendre. Encore faut-il s'en rendre compte, mais si on laisse traîner la situation, c'est un peu ce que Véro disait, c'est que en fait, quelle est la motivation pour la laisser continuer comme ça la situation. Et je voulais dire aussi un truc en termes d'amitié gars-fille. Alors ça soulève beaucoup de débats, cette question. Avec le temps, j'ai appris à me dire que c'était pas possible dans une certaine intimité. Il y en a d'autres qui vont me soutenir totalement le contraire, il n'y a pas de souci. Mais peu importe, aujourd'hui, si j'entretiens une amitié intime ou profonde avec un gars et qu'il n'est pas voué à devenir mon mari, si demain il y a quelqu'un qui rentre dans l'église et qu'il pourrait se passer quelque chose avec cette personne, qu'est-ce que je renvoie comme image ? Ok, on n'est pas responsable du regard des autres, mais quoique, on est aussi responsable de l'image qu'on renvoie, et je pense que c'est aussi important de se rendre compte de ça. Même si c'est pas forcément, on n'en est pas conscient tout de suite, mais en tout cas, je pense que c'est important de se poser cette question-là. En tout cas, moi, un jour, on m'avait dit, si tu es proche d'un gars et que ça n'a rien à voir avec ton futur mari, qu'est-ce que peut penser ton futur mari s'il rentre dans la salle ? Alors, bien évidemment, c'est pas un truc qu'il faut avoir tout le temps en tête, tout le temps, mais voilà, c'est un peu l'idée de quelle est l'image qu'on renvoie, et si on en est conscient, est-ce qu'on persiste là-dedans ou pas ? Juste, si je peux rajouter un truc, on peut pas partir du principe que tout est clair si on n'en a pas discuté, parce que des fois, vas-y, on passe du temps ensemble, on s'entend bien, mais on n'est que potes, et en fait, on n'en a jamais discuté, et
nous, peut-être de notre côté, on ressent rien, mais on ne sait pas ce que la personne, elle ressent. Nous, avec Kevin, on a traîné ensemble pendant un certain temps avant de se mettre ensemble. Et lui, pour lui, j'étais une amie. Moi, j'étais intéressée. Et bon, il s'avère alors, c'est peut-être pas le modèle à suivre, mais j'avais des règles qui me faisaient dire que je préférais éviter de passer du temps qu'avec un garçon de façon seule à seule, de façon répétée, dans un contexte un peu informel. Je veux dire, si on travaille sur un truc, bon, c'est pas grave, faut pas non plus être drastique, mais j'ai enfreint ces règles plusieurs fois. Il y a des fois, ça s'est bien passé, merci Seigneur. Il y en a d'autres fois, c'était catastrophique. Et avec Kevin, j'enfreignais ces règles parce que j'avais une intention. Mais ça se trouve, lui, dans son côté, il se disait, on est potes. Mais en fait, on ne sait pas tant que l'autre, on n'en a pas discuté. Et donc, même si on se dit, il n'y a pas de souci, c'est que mon ami, on s'entend hyper bien, on partage tout ce qu'on a sur le cœur, en fait, méfiez-vous parce que ça se trouve, vous faites du mal à quelqu'un sans vous en apercevoir. Ou vous êtes potentiellement dans une situation où vous pourriez faire mal à quelqu'un sans s'en apercevoir par juste un manque un petit peu de sagesse. Dans le même truc, je pensais à deux choses. C'est du coup, pour honorer le Seigneur, on a besoin de quelque part de lever cette ambiguïté-là. Donc il y a cette question-là de transparence. Et je pense aussi que c'est bien que vous laissez vous donner en fait des passeports en fait de chasse à vos potes dans l'Église, en tout cas, qui puissent vous remettre en question, en vous disant, mec, comment ça va en fait, qui puissent avoir l'autorisation de venir vous questionner sur vos relations en fait. Être redevable. Pardon ? Être redevable. La redevabilité, vous leur donnez le droit de vous poser des questions qui peuvent vous déranger en fait. Ah pardon, mais allons-y, vas-y. Désolé, ouais. Je pensais pas à chasse comme ça. Vous voyez, voilà. C'est pas du tout ça. Ce que je reviens, l'idée c'est d'être redevable et en fait de permettre à d'autres personnes de vous interroger sur vos relations, même peut-être vous-même, de vous dire je viens me rendre redevable. C'est toujours mieux, je pense, quand ça vient de la personne. C'est aussi un signe de maturité que de se dire, je vais me rendre redevable par rapport à cette situation. Ou que, là, il y a telle situation, il y a telle personne et tout, je viens me rendre redevable par rapport à ça. Concrètement, moi, avec Véro, quand j'ai commencé à éprouver des sentiments pour elle, elle n'était pas au courant. En gros, ça a commencé chez moi qui a commencé. Et en fait, pendant des mois, j'ai passé du temps à lui poser des petites questions comme ça dans des grands groupes. Parce que vous savez que si on se retrouvait tous les deux, je ne pouvais pas aller trop loin dans les questions parce que j'allais être découvert. Donc forcément, quand on était dans des grands groupes, comme ça, je posais un sujet. Et du coup, tout le monde répondait. Mais moi, la réponse que je voulais, c'est la réponse de Véro. Donc voilà. Technique les gars, technique les filles, voilà. Prenez, c'est gratuit. Du coup, donc ça c'était important. En fait, ce qui était important pour moi, c'était je veux pas qu'elle le sache parce que je suis pas forcément en mesure de lui dire maintenant, écoute, j'ai envie de construire quelque chose. Je voulais checker 2-3 trucs. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé à Stéphane. J'ai dit, Stéphane, il y a cette fille-là qui me plaît. C'était une manière pour moi de me rendre redevable vis-à-vis de lui en me disant, je lui rendais des comptes sur comment est-ce que je me comportais vis-à-vis d'elle. Et moi, avant, je me souviens quand j'étais responsable, en fait, les filles, il y avait une grosse distance, quoi. Enfin, une sacrée distance. Je pense qu'il y a eu un shift au moment où je me suis mis en couple, mais j'étais super distant des filles en général. Et du coup, j'ai dit à Steph cela parce que je savais ce qu'il y avait dans mon cœur et je voulais pas faire des impairs. Et je voulais aussi qu'il me pose des questions par rapport à ça. Comment est-ce que je me comportais par rapport à ça, en fait. Et je pense que ça a aussi été quelque chose qui m'a gardé, qui m'a protégé par rapport à ça, et c'est bénéfique. Il y a une autre forme d'ambiguïté, je pense, auquel je pensais. Moi, c'était avant Véro, il y avait une fille avec qui on avait commencé quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fille, elle aimait quelqu'un d'autre. En fait, elle sortait d'une relation. Et du coup, on s'est mis ensemble et ça a été dur parce que
elle aimait quelqu'un d'autre, quoi. Et moi, j'étais là, dans cette situation-là, je me sentais mal, mais comme j'avais des sentiments pour elle, j'avais du mal à arrêter le truc. Et là encore, je pense que ce qui m'a sauvé, c'était de pouvoir en parler, de pouvoir être redevable. Et j'étais redevable à l'époque à Daniel, et j'étais allé voir Daniel, je dis, ben Daniel, voilà cette situation, en fait, ça me, voilà, c'est dur, j'ai du mal en fait et je pense que quand on aime une personne, on est quelque part lié, et des fois certaines décisions sont difficiles à prendre. Et je pense que je me souviens, c'est Daniel qui m'a dit, bon ben Rolly, ben la semaine prochaine, ça arrête, tu m'arrêtes cette situation, tu vois. Et du coup, c'était clair. Et du coup, derrière, je suis passé à l'acte aussi, tu vois. Je dis, ben voilà, écoute, on va prendre le temps. Ben, je suis passé à l'acte où j'ai... Oh, mais je suis désolé si vos cerveaux... En gros, je suis passé à l'acte en disant stop à la relation. Yes. Et puis... Oh, putain. Donc, on a compris, c'est Véro qui... J'ai fait des boucheries. Du coup, voilà, j'ai mis la situation en règle. J'ai dit, ben écoute, je vois qu'il y a cette personne-là qui est là. Prends le temps. Je prends le temps de mon côté et puis on verra dans quelques mois ce qui se passe, quoi. Et ça, c'était une manière aussi de lever l'ambiguïté. Mais encore, un des aspects qui revient, c'est le côté de redevabilité qui est important, je pense, et qui peut nous sauver dans certaines situations parce que l'amour nous rend un peu aveugles, un peu seulement. Yes. Rolly, tu vas garder la parole parce que pour une question de précision par rapport à des critères de choix, parce que tu es celui qui, comme moi, avait une culture différente d'habitude par rapport à la France. Il y a une question qui a été posée par rapport à est-ce que la tradition et la culture, est-ce qu'il emporte sur les principes chrétiens? Ok. Une manière de répondre à ça, si je vous pose une question, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Quelle place la Bible doit avoir dans votre vie, en fait? Et dès lors que la Bible occupe une place secondaire, pour moi, c'est problématique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que on est de cultures différentes. On vient ici de cultures différentes. Je parle même entre la Bretagne, les Bretons et les Alsaciens. C'est deux cultures différentes, il faut se le dire. Il y a d'autres réalités qui sont là. Et il y a des choses qui sont... Une culture, ça vient de Dieu, dans le sens où c'est quelque chose qui fait partie de la diversité de la création de Dieu. Qu'aujourd'hui, on est des différentes cultures, ça fait partie de la diversité de la création. Et c'est quelque chose de bénéfique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont bonnes dans ces différentes cultures-là. Et il y a des choses aussi qui sont mauvaises, en soi. Et moi, ma position, elle est catégorique. Pour moi, l'évangile, toutes nos traditions doivent être passées dans le filtre de l'évangile. Et si ça ne remplit pas le filtre de l'évangile, eh ben, je suis désolé, en tant que disciple de Christ, il y a un problème. En ce qui me concerne un peu plus personnellement, quand des personnes de ma famille ont été assez catégoriques vis-à-vis de moi en me disant eh ben, Rolly, nous, on ne veut pas tel type de femme. Parce que ça va être compliqué, parce que voilà, pour multiples raisons. J'ai grandi dans une société qui était un peu plus, qui était moins individualiste que la France. Et donc forcément, c'est quelque chose que les gens ne voulaient pas forcément, parce moi dans ma culture, c'est beaucoup plus communautaire. Et donc il y avait cette appréhension-là, ce refus de se dire, ben voilà, s'il se marie avec une personne d'une autre culture, eh ben en fait, on va perdre notre personne et on va perdre notre enfant, et en fait, on ne pourra pas non plus faire certaines choses. Et c'était une crainte qui était là, qui était légitime, sauf qu'ils ne me l'exprimaient pas. Pour eux, la manière dont ils me l'exprimaient, c'était non. C'était pas me dire, notre crainte, c'est que tu finisses dans le côté un peu individualiste, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et donc, à un moment donné, j'ai dû me poser la question, est-ce que, en me mariant avec Véro, est-ce que je me mariais avec ma culture? Est-ce que je me mariais avec ces principes-là, ou est-ce que je me mariais avec des principes bibliques? Et du coup, on s'est posé, je me suis posé, et la réponse était, je leur ai dit, je suis désolé, c'est moi qui me marie, et pour moi, bibliquement, je connais les valeurs familiales de Véro. Moi, je voulais avoir un couple où on était un foyer d'accueil, et c'était quelque chose d'important pour moi, et Véro partageait aussi ça. Et en fait, c'était hors de question que ces traditions-là prennent le dessus sur l'évangile, quoi. Okay, merci, Rolly. J'aimerais rapidement rajouter quelque chose, et je vais laisser la parole à Jésus. Quand il répond aux pharisiens qui disent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?»
mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ? Si un homme dit à son père ou à sa mère « ce dont j'aurais pu t'assister en argent et corban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors je ne peux rien faire pour toi. Mais en fait, il dit « vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Et Jésus les appelle hypocrites. C'est-à-dire que quand les Juifs de l'époque mettaient en avant les traditions plutôt que la parole de Dieu, Jésus les appelait hypocrites. Est-ce que vous voulez que Jésus vous appelle hypocrite si vous mettez vos traditions au-dessus de sa parole ? Bon, je vous laisse répondre à cette question. Pour répondre, voilà, c'est un peu pour conclure sur la question comment confirmer que la relation va plaire à Dieu. Donc il y a le critère voilà, de chercher quelqu'un qui partage notre foi. Je vous renvoie aussi à l'étude que Steph avait fait avec tous les critères qui ont été abordés comme la foi commune, la complémentarité enrichissante, l'attirance forte de l'un pour l'autre, notre estime de l'un ou de l'autre, une véritable autonomie vis-à-vis des parents de l'un et de l'autre, un engagement exclusif de l'un et de l'autre, une union honnête et transparente de l'un et de l'autre. Et on peut rajouter dans la fréquentation la redevabilité, la clarté, pour vivre voilà, une relation qui plaît à Dieu. Et bon, j'espère qu'on a pu répondre à la question qui a été posée. Est-ce que vous pensez que ça a été assez clair et complet ? Il y a du oui, c'est pas mal. Ok, il nous reste quelques minutes. On va aborder quelques petites questions qui ont été aussi posées. Quel aspect autre que l'aspect sexuel différencie une vie de futur couple en fréquentation ou en fiançailles d'une vie de couple marié ? Véro, est-ce que... Ouais, c'est une bonne question. Alors oui, donc voilà, il y a forcément l'aspect sexuel. Après, si au-delà de ça, moi, ça rejoint un petit peu ce que Magali partageait tout à l'heure, que dans la période de fréquentation, il y a quand même pas mal de questionnements, de doutes. C'est un peu une phase de test et qui fait que c'est des super moments parce que du coup, on apprend à se connaître, on est tout amoureux, c'est génial. Et en même temps, on est un peu dans l'incertitude et des fois, c'est assez... il y a des phases où ça peut être plus prenant que d'autres, où on peut avoir pas mal de doutes et où ça peut mettre aussi un peu de l'insécurité dans la relation. Et en fait, moi, ce qui a vraiment changé, du coup, à partir... Alors, c'était peut-être pas le jour J du mariage, mais déjà, toute la phase où on savait de toute façon qu'on allait vers le mariage, ça donne une certaine sécurité aussi. Parce que à un moment donné, je savais que Rolly, il n'était pas parfait, tout comme moi, je suis pas parfaite. Je savais qu'il y avait des choses dans notre relation qui n'étaient pas parfaites non plus, mais on s'est tous les deux engagés en se disant, en fait, on connaît tout ça, on sait toutes les difficultés qu'on peut avoir, tout ça, mais on décide quand même de s'engager l'un envers l'autre. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu peux toujours faire marche arrière jusqu'à la veille du mariage, on va dire, mais le jour du mariage, de toute façon, tu ne fais plus marche arrière et du coup, toute ta perspective, toute ta vision, en fait, elle change parce que tu te dis pas, est-ce que cette personne, je suis prête à vivre ma vie avec elle ? C'est oui, je suis prête à vivre ma vie avec elle avec lui, parce que je lui ai dit oui. Et du coup, concrètement, comment on fait quoi ? En fait, toutes les petites, des fois, quand on... si je suis irritée parce que, je sais pas, Rolly n'a pas fait la vaisselle, ou si on se prend la tête pour des petites choses, tout ça, en fait, la question, c'est pas du tout est-ce que ça remet quoi que ce soit en question, c'est vraiment juste de se dire, ok, en fait, comment est-ce qu'on gère ça à la gloire de Dieu ? Et du coup, d'un côté, ça donne vraiment cette sécurité-là, de se dire, de toute façon... Et même pour soi-même, quoi que je fasse, en fait, de toute façon, l'autre, il va pas me quitter, quoi. En tout cas, c'est pas le but. Et du coup, tu construis... je trouve que tu t'arrives dans une étape où tu construis complètement autre chose, parce que du coup, quoi que tu fasses, tu vas forcément aller de l'avant. Tu vas jamais te dire, est-ce qu'on fait un pas en arrière ? De toute façon, tu vas forcément aller de l'avant, quoi. Et du coup, je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est...
ouais, c'est ce côté-là, la vision que tu as de ton couple quoi, qui change. Moi, si je peux ajouter 2 choses, je pense que ces doutes et de la période de fréquentation, ils sont pas forcément très agréables, mais ils sont nécessaires. Dans le sens où si tu rentres en période de fréquentation en disant je vais me marier avec lui et que tu questionnes pas les choses, en fait, il arrivera un moment où tu les questionneras et en fait, c'est important de se lancer aussi dans le mariage, elle disait, en sachant ce dans quoi tu t'engages. Et c'est ces doutes-là qui vont te permettre de travailler, d'éprouver les choses, de voir, aussi d'être intentionnel dans la façon dont tu construis et de poser les choses à leur bonne place. Et donc, c'est important en fait de se laisser une certaine liberté dans le temps de fréquentation, de se dire que si on constate que ça fonctionne pas ou qu'il y a des choses qui marchent pas, de se laisser de la place de rompre. Et parce que une fois que tu es marié, tu n'as plus ce choix-là. Et moi, je me souviens, nous, on a rencontré Raph et Marion qui nous ont partagé l'histoire d'un des amis de Raph qui s'est marié et le lendemain, il s'est dit mais en fait, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie parce que dans ce temps de fréquentation, il ne s'était pas laissé la possibilité de rompre si jamais et en fait ils ont divorcé quelques années après et c'est triste parce que c'est des chrétiens et donc on sait ce que ça implique aussi devant Dieu. Donc ça c'est la première chose, c'est que il y a quand même un doute nécessaire dans le temps de fréquentation qui fait partie de ce temps-là et qui est normal et qui permet une réflexion. Et l'autre chose c'est que Raph il nous disait aussi il y a une certaine intimité, on n'est pas un couple marié, donc ça veut dire il y a des choses qu'on ne fait pas. Et moi, ça m'a surprise parce qu'on vit dans une culture où quand tu te mets en couple, c'est comme si tu es marié, puisqu'il y en a, ils habitent ensemble, ils couchent ensemble, etc. Ils partent en week-end. Moi, typiquement, je ne voyais pas forcément de problème à partir en week-end. Et puis Raph, il nous a dit avec Kevin, calmez-vous les gars, ça, ce sera pour plus tard. C'est une intimité qui se partage en couple marié. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intimité d'un couple marié, par exemple. Tu vas pas partager ton compte en banque avec ton copain ou ta copine. C'est de l'intimité du couple marié. Tu vas pas te lancer dans des énormes projets comme je sais pas l'achat d'un appart ou ce genre de choses avec ton copain ou ta copine. Ou tu vas pas. En fait, l'idée c'est que il y a des choses qui font partie de l'étape d'après. Il faut pas griller les étapes. Et Merci voilà, justement, si tu t'engages trop dans justement ce genre d'étape, ou même du coup au niveau physique, sexuel, ça te lie forcément d'une manière où tu auras plus de mal après à revenir en arrière. Alors c'est primordial de pouvoir se laisser cette échappatoire-là, de mettre un terme à des fréquentations. Je rajouterais peut-être 2 choses qui vont dans le même sens. Finalement, il y a la question de l'engagement. L'engagement, il est grandissant en fait, et il est pleinement là au moment du jour du mariage. Et c'est un engagement que tu n'as pas avant en fait. L'autre personne n'est pas engagée avec toi pendant les périodes de fréquentation. Elle te doit. Enfin, c'est une relation qui est exclusive, mais en fait, elle peut rompre cela. Donc l'engagement, il n'est pas le même dans ce moment-là. Et donc en gros, cet engagement, tu peux le mettre sur plusieurs choses aussi. Donc on a parlé de projets, de grands projets, c'est aussi des choses comme ça qui viennent. Et aussi l'autre question, c'est cette idée-là où, comment dire, il y a des choses qu'on ne saura, qu'on ne découvre, on ne peut pas tout découvrir avant le mariage. De l'autre, par exemple, il y a des choses que vous n'allez pas vous saurez que au moment où vous allez suite à votre mariage. Et pour moi, en fait, dans un sens, c'est que c'est quelque chose que tu n'as pas avant. C'est parce que tu ne vis pas avec cette personne-là. En fait. Tu te lèves avec cette personne-là et vous pouvez passer des soirées ensemble, mais vous vivez pas ensemble en fait. Et il y a des choses comme ça, en fait, je pense que vous découvrirez aussi que dans un second temps, en fait, qui font que il y a une partie d'inconnu qui est là et puis pour lequel tu n'as pas forcément de visibilité avant. Merci à tous les 4. Il y a une dernière question. Tout le monde ne va pas répondre parce que le temps passe. On parle beaucoup de fréquentation du coup, mais en fait, en vrai, c'est quoi les fréquentations et combien de temps ça doit durer? Je vais commencer. Magali, vu que tu es en fréquentation aujourd'hui, après tu laisseras la parole à quelqu'un que tu vas désigner. Ouais.
D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est les fréquentations? Il y a plein il y a plein de mots, je pense, pour les définir dans notre culture actuelle, le dating, d'être en couple, il y a plein de concepts qui sont plus ou moins avancés. Dans la Bible, il n'y a pas tout ça. Moi, je réutiliserai juste ce qu'on m'a dit. C'est quand tu te mets en couple, en fait, c'est comme si tu es fiancé dans la Bible. Tu es en période de fiançailles, quoi. Tu vas vers potentiellement le mariage tout en ayant, si on se rend compte que ça marche pas, la liberté de se dire, ben voilà, on s'est pas encore passé la bague au doigt, c'est pas encore officiel, on va dire, et donc on peut rompre des fiançailles. Mais bibliquement, en fait, quand tu es en couple, tu es fiancé. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit et je pense que ça c'est quelque chose d'assez cohérent. Du coup, en gros, l'idée c'est que les fréquentations, c'est la période où tu vas, tout en ayant pour but le mariage, tu vas te poser les questions, tu vas découvrir la personne, voir si tu pourrais éventuellement construire une vie de couple et une vie de famille avec cette personne et pour finalement t'engager. Alors nous, on a l'étape des fiançailles, du coup, mais en gros, pour t'engager le jour de ton mariage, quoi. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'est combien de temps ça doit durer. Bah ça dépend. Si vous vous rencontrez à 15 ans, ça durera plus longtemps que si vous vous rencontrez à 27, à 30. Globalement, je pense que c'est sage de ne pas les faire durer indéfiniment. Si par exemple vous êtes rencontrés à 23, que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, peut-être faudra se poser un peu la question, qu'est-ce qui vous a empêché de vous marier jusqu'à présent? C'est qu'il y a peut-être un petit truc qui fait que la relation elle doit s'arrêter ou elle doit peut-être se concrétiser, mais qu'il y a un moment où il faut s'engager. Il y a quand même le critère physique qui est quelque chose pas facile à gérer parce que on est attiré par l'autre, on a envie de passer du temps avec l'autre, etc. Enfin, on est humain, donc on a aussi des désirs sexuels et des envies, etc. Et je pense que, mais hormis ça, c'est aussi bon pour l'équilibre de chacun de peut-être pas le faire durer indéfiniment. Et après, il y en a qui vont très vite, ça se passe bien. Je pense qu'en fait, c'est très dépendant. Mais voilà, à mon avis, la meilleure réponse, à part ça dépend, c'est soyez redevables et faites-vous accompagner. Ils vous aideront à vous poser les bonnes questions. Donc si vous voulez aller vite, et comme ça, ils vous aideront à savoir pourquoi vous allez vite et qu'est-ce qui est l'intérêt. Ou s'il faut faire un peu durer plus longtemps, ils vous aideront là-dessus aussi. Peut-être, je sais pas... Une personne. Une personne. C'est dur. Rollis, tu veux rajouter quelque chose? Je dirais que les fréquentations, c'est une période dans laquelle tu réponds à une question, est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble l'un et l'autre? Et la réponse doit être oui, au fur et à mesure que les fréquentations avancent, que le temps passe. Vous devez répondre oui, 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 je le vois bien, oui, avec ce que je découvre, oui, et ainsi de suite. En fait, c'est des signaux verts, c'est des feux verts que vous imaginez une route, vous la prenez, il y a des feux rouges, oranges, mais en fait, les feux sont de plus en plus verts et vous avancez jusque dans la période du mariage. Et donc, par rapport à ça, il y a des jalons qui se passent. Et une autre chose, c'est que la fréquentation, c'est culturel. Il y a des pays où il n'y a pas de fréquentation. Il n'y a pas de période de fréquentation. En fait, la Bible parle du mariage, c'est le mariage qui est là, quoi. Et ensuite, comment on le vit dans une société, ça dépend des cultures. Il y a des cultures où, en fait, vous voulez vous mettre ensemble, on se marie demain, et puis il y a le mariage qui est fait, et puis voilà, c'est fini, quoi. Et de la même manière, la question des fiançailles n'est pas vécue de la même manière dans certaines cultures. Dans notre culture actuelle, les fiançailles, c'est un peu un jalon. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, j'imagine dans l'Église. C'est un jalon, une confirmation d'un feu vert dans la progression du mariage. Dans cette réponse-là vers le mariage. Quand un couple va se fiancer, on dit, on sait que c'est un palier aussi qui est franchi, et ainsi de suite. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit à ce niveau-là. Donc voilà, je dirais ça, c'est une période de temps qui est là, où on se pose des questions pour répondre à ces questions-là et où on se découvre et ainsi de suite, quoi.
Combien de temps ça doit durer? Je pense que Magali a donné des éléments importants par rapport à l'âge et tout ça. Nous, ce qu'on a fait avec Véro, c'est que quand on s'est mis ensemble, on s'est projeté en se disant, ben voilà, en tout cas, on s'envisage de se marier au bout de tant de temps. C'est une perspective qu'on se pose, et ensuite, derrière, on peut la réactualiser au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'était juste pour fixer l'objectif de fréquentation. C'est le mariage ou non, en fait. Et du coup, on savait que la direction qu'on prenait, c'est la direction du mariage. Et du coup, si ça nous permettait de revenir sur cette question-là aussi en fonction de ce qui se passait, quoi. Donc, en fait, la question de combien de temps, ça va dépendre de la maturité aussi de du couple. Ça dépend de plein de choses. Donc, je ne sais pas mettre un chiffre comme ça à appliquer pour tout le monde, en fait. Mais si vous vous faites accompagner et qu'il y a des personnes qui vous poussent à vous poser les bonnes questions et qui confirment avec vous ces signaux-là, je pense que ça vous aidera aussi à y voir plus clair. Voilà, je dirais ça. Peut-être juste, désolé, je rajoute, peut-être juste 2 choses qui sont importantes quand même et du coup qui peuvent des fois faire durer plus ou moins, ça dépend un peu, voilà. Nous avec Rolly par exemple, on habitait au même endroit, donc voilà. Enfin, en gros, les 2 choses, c'est de pouvoir voir l'autre dans son église, enfin comment est-ce qu'il sert dans l'église, de le voir avec son cercle d'amis, comment il interagit avec ses amis, avec les personnes qui supportent moins aussi, enfin un peu voilà, les personnes qui l'énervent. De voir un peu quand tu es dans une relation à distance et que tu te vois juste de temps en temps le week-end, bah forcément, tu peux pas répondre aussi rapidement à certaines questions que si tu vis ensemble, si tu es dans la même ville, dans la même église, tout ça. Et deuxième chose, c'est de rencontrer la famille de l'autre. Pour nous, ça a été un peu plus long, on va dire, parce que du coup, les parents de Rolly sont pas en France. Mais de voir comment l'autre interagit avec ses parents, comment est-ce que toi aussi tu t'entends avec ses parents. Alors, ça n'a pas besoin d'être forcément tes meilleurs amis, mais il faut quand même que même juste tu puisses... Enfin, moi, par exemple, sur Rolly, j'ai appris beaucoup de choses en rencontrant sa famille. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il réfléchissait d'une certaine manière. Et ça, je l'aurais jamais compris, en fait, si je les avais pas rencontrés. Voilà, il y a des choses... Enfin, voilà, c'est ces 2 choses-là, je pense, la famille et les amis, église, tout ça, qui sont importants aussi à observer avant de s'engager plus. Pardon. Merci à nos 4 responsables groupe de jeunes. Je pense qu'on peut les applaudir de s'être ouverts. Merci beaucoup. Et avant de terminer par un chant, est-ce que Marion, tu peux prier pour nous tous, s'il te plaît? Seigneur, on veut te remercier parce que, en fait, on se rend bien compte qu'on est peu de choses devant toi et pourtant tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous dans toutes les circonstances de nos vies, dans toutes les étapes de nos vies, là où on en est. Et Seigneur, je veux te remercier parce que on peut avoir des doutes dans notre vie, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet de doute. Mais toi, tu es là et on sait que on peut trouver un éclairage, on peut trouver des réponses en toi. Et je te prie pour qu'aujourd'hui on puisse se rappeler que toi, tu peux nous donner tout ce dont on a besoin. Alors c'est vrai que on a souvent tendance à regarder ce que la société nous reflète et ce qu'elle nous montre, etc. Et je veux vraiment te prier de nous aider à être fermes aussi dans cette société où toutes les choses ne vont pas forcément dans ton sens. Et je te remercie pour tout ce qu'on a pu partager ce soir, que ce soit dans les petits groupes, que ce soit maintenant. Je te prie de nous aider à être centrés sur toi avant toute chose. Et c'est tellement difficile des fois de se focaliser sur ça alors qu'on a plein de problèmes ou plein de préoccupations, tout ça. Mais Seigneur, qu'on puisse les déposer à tes pieds, justement, ces préoccupations, pour avoir la tête totalement libre pour toi et le cœur libre pour toi, et où tu puisses régner sur nos cœurs et sur nos vies. Que tu nous aides à faire les bons choix,
que tu nous éclaires sur ça aussi. Je te remercie, Seigneur, pour ce soir, pour ce qu'on a pu apprendre encore de toi et ce qu'on a pu partager ensemble. Amen.